Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions où nous plongeons dans les méandres de l'actualité brûlante. La rue aux piles, la crise à Vrankou trouve sa médiation. Une proposition d'amnistie secoue l'Assemblée nationale du Bénin. De nouvelles mesures gouvernementales émergent pour le soja, tandis que le contrôle de Kidal s'installe au Mali en prime. Le chef de junte nigérien Tiani échange avec l'opposant ivoirien en exil. Guillaume Soro, restez avec nous pour décortiquer ces sujets et cruciaux. Nous sommes vendredi 17 novembre 2023. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Chamzine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Chamzine Badaro. Gaspard Adjamossi, on démarre par la rue aux Pines, un sujet proposé comme d'habitude par Fauzia Sefou, qui est le plus susceptible de mettre fin à une relation après avoir eu des relations sexuelles. Un homme ou une femme? Généralement, ce sont les hommes, mais en réalité, généralement, ce sont les hommes, mais en réalité, les deux peuvent le faire. Les deux peuvent le faire. Je dis généralement les hommes parce que souvent les hommes draguent et quand ils finissent d'obtenir ce qu'ils recherchent, je suppose. Ils recherchent quoi? Je suppose, je n'ai pas fini, je suppose les relations sexuelles. Ils finissent par se retirer parce que justement ils sont peut-être engagés ailleurs, c'est le physique qui les a amenés à aller vers peut-être celle-là. Donc généralement les hommes, mais les femmes également, parce que la femme également peut, n'est-ce pas, penser que c'est juste une aventure et qu'il faut, après le rapport, peut-être se retirer. Mais les femmes, beaucoup plus souvent, peut-être parce que l'homme n'a pas été... Non, pas peut-être le côté financier, si c'est juste après l'acte qu'elle se retire, c'est peut-être que l'homme n'a pas été ce qu'elle avait pensé. Et donc, elle s'est dit, Aguago, maintenant, non, loco. Aguago, maintenant, non, loco. Alors, fait que délai. C'est bien ça, hein? Exactement. Voilà. C'est votre cas? Non, je m'inspire de l'expérience. C'est pas une expérience ridicule, c'est juste... Oui, ben, je crois quand même que le sujet donne à réfléchir parce que dans les relations entre l'homme et la femme, oui, généralement, celui qui fait le premier pas, c'est l'homme, d'ailleurs, pour aller vers la femme. Et lorsque ça ne va pas, c'est aussi l'homme le plus souvent donc, qui se retire le premier, même si il ne montre pas la chose de façon totalement affichée. Mais bon, ça peut aussi arriver, hein, et ça arrive peut-être aussi de plus en plus aujourd'hui, de constater que les femmes également donc, se retirent aussi facilement d'une relation. Est-ce que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies ou les clauses ne sont pas respectées? Je ne sais pas, mais faut dire quand même que on constate une certaine démocratie de plus en plus à ce niveau-là, où chacun veut exprimer maintenant sa liberté, donc en termes d'engagement ou de volonté, hein, dans une relation entre l'homme et la femme. Gaspard Adjamossi, vous ne voyez pas l'aspect financier du côté de la femme. À première vue, la femme pense que voilà, c'est un monsieur, celui-ci doit être riche, il a un véhicule, il a ci, il a ça. Mais après le premier rendez-vous sexuel,
peut-être la femme découvre la face cachée de l'homme. Oui, c'est une possibilité. Mais en réalité, moi, je me dis, je ne vois pas le lien qu'on peut faire directement, le premier rendez-vous sexuel et le bien matériel que l'homme pourrait avoir. Enfin, j'essaie de faire le lien, mais je n'en vois pas directement. Peut-être que c'est peut-être en allant chez lui pour le premier rendez-vous qu'elle a constaté que ce n'est pas le château qu'on lui faisait miroiter comme étant peut-être pour son père ou pour lui qu'elle allait croiser, ou bien ce n'est pas le bien matériel qu'elle a pensé retrouver dans le domicile de ce dernier qu'elle a retrouvé peut-être, je n'en sais rien. Mais moi je pense que c'est sur ces aspects-là, l'aspect de qui quitte après les relations sexuelles ou pas, moi je pense plutôt que c'est beaucoup plus l'aspect physique qui justifie ça, ou peut-être ce que on s'est mis en tête avant de se mettre ensemble. Et je pense que généralement chez les hommes qui agissent de cette sorte-là, c'est parce que souvent ils estiment que c'est juste une aventure. Hein. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une expérience vécue personnellement, mais peut-être que les hommes, ils cherchent seulement à dire, je vais voir ce qui est là, et puis après, ils retournent sur. C'est pas forcément que ça dégoûte, mais c'est parce qu'ils s'étaient peut-être mis en tête de ne pas faire long feu. Là, c'est juste de voir ce qui est. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ajouter quelque chose, non, c'est dire que je suis d'accord avec Gaspard que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que on ne s'engage plus dans des relations aussi sérieuses. On s'engage peut-être pour le sexe, et lorsqu'on finit donc d'avoir ce que l'on veut, et puis chacun veut reprendre sa liberté. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on sent de plus en plus qu'il y a une démocratisation au niveau donc des relations sexuelles aujourd'hui. Est-ce que c'est au-delà donc des conditions matérielles dont vous allez parler? Moi, je pense plutôt que de plus en plus, il se pose un problème d'éducation. Il se pose un problème d'éducation parce que les relations sexuelles ne devraient pas être une chose aussi banale. Hein? Donc, et c'est pourquoi, avant, lorsque les femmes étaient obligées donc d'offrir leur nudité à quelqu'un, elles se voient obligées donc de rester avec ce dernier, parce que la nudité de la femme est quand même chez nous. Qu'on le veuille ou non encore, qu'on le veuille ou non encore en Afrique, je crois qu'on continue donc d'accorder une très grande valeur à la chose, même si nous constatons que les valeurs sont en miettes. Il faut le dire, la femme a un corps sacré. Et je crois que l'éducation doit continuer à insister sur la chose pour que la femme se sente, se donne l'obligation de se faire respecter. Hein, de se faire respecter. Et bon, peut-être que c'est encore cette éducation-là qui va nous aider à sauver les meubles. Vous avez raison, si Dieu même est allé déposer la chose très loin, c'est pas le vieux de nous dire le contraire. Bon, ce que moi je voudrais ajouter sur la question, c'est de dire qu'en réalité, quand Achille parle de démocratisation, c'est pas forcément ça. Mais en fait, aujourd'hui, le sexe aussi fait partie des... Je dis... aujourd'hui, d'abord d'un couple. Mais les gens aussi, il ne faut pas oublier que aujourd'hui les gens se disent... Parce que quand vous allez vous marier, quand vous allez vous engager, vous allez rester ensemble longtemps. Même les gens veulent goûter également et voir si bon... Si c'est vraiment bien sûr. Non, il faut voir aussi que ça fait partie aussi des choses. Ça fait partie. Voilà, tester. Ça fait partie aussi des choses qu'on essaie, qu'on teste avant de finalement s'engager. C'est pourquoi on le donne le nom de pomme. Merci beaucoup les gars. Merci donc à Fauzia Sefou. Un autre sujet, Achille Ossou. Crise au conseil communal d'Avrancourt, la médiation gagnante de Augustin Harvey Blas, le quotidien La Guérite titrait donc ce titre avant-hier. Oui, j'ai bien lu. J'ai bien lu donc cette grande manchette de La Guérite de la semaine, et je crois quand même que c'était une information qui avait de la valeur, et ça pouvait vraiment faire l'objet donc d'un gros titre comme le quotidien Guérite l'a fait, parce que nous avons décortiqué ici la crise au sein donc de ce conseil communal où le maire se retrouve en disgrâce avec
tout le conseil communal, même les conseillers donc, de son propre camp, de son propre parti politique. Donc je crois que là, c'était une crise profonde et que aujourd'hui, qu'on arrive à faire voter le budget, même si ce n'est pas le budget du maire, c'est quand même le maire qui soumet le budget à l'amendement et au vote des conseillers communaux, et que tous les conseillers arrivent donc à voter ce budget. Je crois que c'est de l'information et Guéry TV a donné cette information-là. Alors, est-ce que quelqu'un a tiré les ficelles derrière? Bon, c'est Guéry TV qui nous informe qu'il y a eu l'honorable Augustin Onwebla derrière, et donc cette entente au sein de ce conseil communal pour que les choses se passent ainsi. Nous allons lui tirer chapeau, parce que si ça ne va pas, il faut quand même quelqu'un pour encore aider à colmater les brèches. Je voudrais quand même que cela dure dans le temps et que les conditions que les autres ont posées pour que le budget soit voté, que ces conditions-là soient peut-être aussi respectées par le maire et par le SE, et que vraiment la paix revienne au sein de ce conseil communal. Merci beaucoup. Gaspard Dianossi. Sur cette actualité, moi je ne voudrais même pas émettre de réserve du tout. Il va de soi que celui qui pouvait, n'est-ce pas, intervenir, régler cette situation-là, ce n'est que Augustin Onwebla. Parce que si Avrancourt était une république, Augustin Onwebla serait certainement le président de la République d'Avrancourt, parce que c'est le grand leader, n'est-ce pas, de cette commune-là. Rien que en explorant le nombre de fois où il a pu se faire élire député dans la 20e circonscription, où sa grande base, c'est Avrancourt. On peut en dénombrer déjà 4 ou 5 législatures. Donc c'est quelqu'un qui est véritablement ancré dans cette localité-là. Je crois que la réforme de la décentralisation, c'est également lui qui diffusait pratiquement les maires au niveau de cette commune-là, et également beaucoup de gens qui se retrouvaient sur la liste lui devaient, n'est-ce pas, une certaine allégeance. Mais avec la réforme du système partisan, c'est vrai que les choses sont devenues un peu plus élargies. Ce sont les partis qui sont devenus plus forts. N'empêche que la plupart de ceux qui se retrouvent aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'Union progressiste que du bloc républicain, c'est des gens qui sont restés un peu sous sa coupole au niveau d'une certaine formation politique. Donc c'est encore une fois un leader incontesté. Cela va de soi que par rapport à cette crise-là, c'est lui qui a fait le nécessaire, n'est-ce pas, pour créer une résolution par rapport à cette crise-là, puisqu'il était, je crois que c'est lui, d'ailleurs, qui est le mentor de l'actuel maire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le maire, là, se retrouve complètement seul et par rapport à la crise dont on parle, parce qu'à un moment donné, il était aussi bien les députés, les élus de son parti, que les élus de l'autre parti l'ont délaissé. Il était pratiquement seul et il se retrouvait seul quand il convoquait les conseils, mais curieusement, depuis que cette médiation-là est intervenue, je crois que les choses se sont arrangées au point où son budget, enfin le budget de la commune a été adopté. Voilà. Mais ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas tout. Il faut quand même pas aussi cacher qu'il y a une nouvelle qui vient, on ne sait pas ce qu'elle sera. Et le conseiller Bière de la commune d'Avrancourt donne une conférence de presse tout à l'heure, et on ne sait pas quel sera le fond. Oui, donc, on commente d'abord ce qui est fait et on commentera certainement. Je crois qu'on aura le temps d'apprécier. Augustin Onwebla est un leader. De toutes les façons, c'est un leader. Et puis, bon, les choses se sont passées, je dirais, pas publiquement. Maintenant, c'est facile, après que les choses se soient calmées, que les gens viennent dire que c'est pas ci qui a agi, c'est pas ci qui a agi. Mais nous, le constat que nous faisons, c'est qu'une intervention a permis de décanter la situation. Donc, maintenant, comme il n'est pas d'un parti donné, les gens de ce parti-là peuvent désormais se refuser de reconnaître ce qu'ils ont fait en cachette publiquement. Non, mais là, on peut peut-être leur concéder ça. Vous l'avez dit, on aura le temps d'apprécier. On aura l'occasion d'en parler le vendredi prochain. Donc la médiation gagnante de Augustin Onwebla a sa raison d'être. Absolument, Augustin Onwebla, bien sûr, ça a sa raison d'être. J'attire l'attention également sur un titre qu'il est le grand artisan de la fin de la crise au niveau de... Voilà, ça c'est Adjacent News. Ah bon, mais ça aussi. Voilà. On devait aussi faire un coucou à Adjacent News par rapport à ce constat-là qui a été annoncé. C'est curieux que ce soit un constat commun.
Merci beaucoup. Direction Assemblée nationale, je l'annonçais donc dans l'introduction de cette émission. La proposition de loi d'amnistie inscrite Gaspard Diamonsi à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Oui, en fait, après, suspect? Non, pourquoi cela va paraître suspect? Je crois que les démocrates ont déjà annoncé au cours d'une conférence de presse qu'ils allaient introduire une loi d'amnistie. On avait supputé pour dire que ce n'est pas la procédure qu'il fallait. Évidemment, ils l'ont annoncé, mais je comprends maintenant que les actes ont suivi ce qu'ils ont annoncé, qu'ils ont effectivement déposé, et ça va de soi, parce qu'il y a quand même un moment qu'ils ont fait cette annonce-là, cela va de soi que ce sujet-là soit programmé à l'ordre du jour de la session ordinaire, de la deuxième session ordinaire de cette année, qui est d'ailleurs la session budgétaire. De ce qui est sûr, la proposition de loi a été programmée. Maintenant, quelle sera son issue? Je crois que c'est là où le débat se fera certainement. Mais ce qui est sûr, l'annonce a été faite par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale lors de sa conférence de presse de ce mercredi. Et donc aujourd'hui, l'opinion est sûr que ce sujet-là est inscrit à l'ordre du jour de la session. Maintenant, l'autre aspect, c'est la suite qui sera donnée. Et on peut supputer sur cela, mais bon, personne ne peut dire l'issue que cela va donner. Mais quand les discussions commenceront, on pourra véritablement savoir ce que ça va donner. Achille-Ossou. Bon, je crois que depuis le début où le parti, les démocrates ou les députés donc, de ce parti-là avaient annoncé qu'ils allaient introduire une proposition de loi d'amnistie par rapport à l'incarcération de Ricky Amadougou et des autres qu'ils appellent prisonniers politiques en griffe. On avait déjà dit que la démarche semble être bancale parce que 28 sur 108 ou 109, je ne sais pas si ça pourra effectivement leur permettre donc d'avoir une suite favorable par rapport à cette démarche-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un acte politique. Que les autres, est-ce que les autres n'auront pas l'impression qu'ils veulent cueillir à eux seuls les fleurs qu'on appelle que la possibilité que cette loi la passe, ce n'est pas à eux seuls que reviendront les mérites. C'est en cela que j'ai un peu peur par rapport à ce qui est fait. Et de l'autre côté, j'ai comme l'impression qu'on joue au Ponce Pilate. Nous venons donc de jouer notre rôle. Nous avons déposé une loi d'amnistie, quitte donc aux députés donc de la mouvance de nous accompagner. S'ils ne le font pas, le peuple est là pour apprécier. Nous venons donc de faire ce que nous allons faire. C'est comme ça que moi je comprends donc cette démarche, qu'on le veuille ou non, politique donc de l'opposition. Parce que j'ai peur pour la suite à donner, une suite favorable à donner à cette proposition de loi, parce que on sait que entre les deux camps à l'Assemblée, quand je parle des deux camps, je parle donc des députés de la mouvance et des députés de l'opposition. Entre les deux camps, on sait que donc c'est la lune de miel, parce que jusque-là, eux-mêmes, ils n'ont jamais eu peut-être la sagesse d'accompagner qu'on appelle les propositions, les projets portés par les autres. Ils ont toujours trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'opposition est dans son rôle. Alors, et les autres aussi seront dans leur rôle tout à l'heure, lorsque il leur revient maintenant de les solliciter pour les accompagner pour le vote de cette loi-là. Ils n'ont pas le nombre qu'il faut pour... politique, ce que vous dites c'est suffisamment grave. En quoi c'est grave? Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes sur un terrain politique. Sinon, on va renvoyer le dossier sur le terrain judiciaire, où on dira simplement que la justice s'occupe donc de ce dossier-là et que bon, on n'a pas... On ne doit plus, le politique ne doit plus se mêler donc de ce dossier comme cela se dit. Donc je crois que l'une dans l'autre, on devrait quand même avoir des craintes par rapport à une suite favorable à donner au vote, donc à un vote positif de cette loi-là. Mais nous attendons quand même de voir. Il peut encore avoir des surprises, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Commercialisation du soja, de nouvelles mesures du gouvernement Gaspard Diamonsi pour soulager les producteurs. Oui,
J'espère que les producteurs seront effectivement soulagés parce que il y a eu des mesures par rapport à l'exportation du soja qui avait suscité beaucoup de polémiques dans le pays. Et les sojaculteurs étaient même pourchassés comme de véritables criminels. On a même creusé des tranchées pour empêcher le soja de sortir du territoire national. Bon, je ne sais pas ce qui a fait opérer un pareil revirement actuellement, mais ce qui est sûr, les sojas ne passeront plus par la brousse pour se retrouver à l'extérieur parce qu'on a dit évidemment qu'il n'y a plus de taxes par rapport à l'exportation du soja, mais qu'il y a une sortie unique pratiquement par rapport au soja, c'est le port autonome de Cotonou. J'espère que les pauvres vont pouvoir faire les formalités qu'il faut pour exporter par le port de Cotonou. Je crois qu'il y avait également une taxe sur le soja qui était d'environ 140 000 qu'on a ramené pratiquement à 140 francs. 140 francs à 30 francs de 140 francs à 30 francs. À 30 francs. Je crois que c'est des mesures, n'est-ce pas, qui visent à apaiser la situation de ce côté-là. Bon, nos amis politiques de l'Union progressiste ont beau faire de tirer le drap de leur côté en disant que c'est plutôt eux qui ont suggéré au chef de l'État de revoir cette situation-là, parce qu'à l'occasion de leur tournée de reddition de comptes, ils auraient enregistré ces plaintes-là au niveau de la population. J'attends que le bloc républicain vienne également nous dire qu'ils ont joué un rôle et que également les démocrates nous disent que ce sont leurs pressions qui ont peut-être permis, n'est-ce pas, de trouver une solution. Ce qui est sûr, on peut saluer cette décision qui apaise, n'est-ce pas, aujourd'hui l'attention au niveau des producteurs de soja. Merci. Achille Ossou. Oui, je ne voudrais pas saluer cette décision. Oui, je la salue d'ailleurs. Toute décision ou toute mesure qui vise donc à soulager la population est d'ailleurs saluée. Et puisque le président de la République, pour son deuxième mandat, a promis le hautement social, je crois quand même que on devrait donc saluer tout ce qui participe donc à la concrétisation de cette intention, de cette promesse donc de hautement social. Mais moi, je peux peut-être vous surprendre par rapport à mon analyse personnelle sur qu'on appelle cette affaire de soja. Parce que moi, je pense que dans un pays où on a la fibre patriotique, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut aussi apprendre à faire. Si le Nigeria, entre-temps, si le nouveau président nigérien, Tinubu, a décidé donc de suspendre, qu'on appelle, de supprimer la subvention sur les produits pétroliers, c'est parce que il sait que la subvention devrait d'abord profiter à sa population. Et que cette population qui criait peut-être à la cherté des produits pétroliers et pour qu'on aille à son chevet en subventionnant les choses, que cette même population prenne ce produit-là pour aller vendre à l'extérieur, c'est ça que le président n'a pas aimé. Et donc, je crois ici que nous, quand on fait en parallèle, nous sommes pratiquement dans la même situation. Parce qu'on ne peut pas subventionner, l'État ne peut pas sortir de l'argent et subventionner la production enfin, je ne sais pas, je vais faire de la tautologie, d'un produit que les populations vont trouver que, au lieu donc d'alimenter, d'approvisionner les usines qui sont sur le territoire pour consommer donc ce produit-là, et qui crée aussi de l'emploi pour nos enfants, nos jeunes qui sont à la maison, qu'il faut laisser ces usines-là, parce que ça fait plus de 200 francs à l'extérieur qu'il faut aller donc vendre le produit à l'extérieur. Alors, pourquoi l'État a donc subventionné? La subvention, c'est pour aider le show. Et on ne peut pas décider donc de sortir comme ça et de laisser les usines qui sont sur le territoire national arrêter la subvention et laisser-les faire ce qu'ils veulent. Oui, je suis d'accord que, bon, ils ont d'abord accepté la subvention. Et je crois qu'au début, on leur a expliqué la chose avant de donner la subvention. Vous ne pensez pas qu'en allant vendre à l'extérieur, on fait profiter aux États dans lesquels on va vendre, on fait profiter les efforts donc, de notre pays à ces États. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois qu'on devrait quand même aussi tenir compte de ça. Mais il faut... De l'autre côté, on a encore des sujets, mais on va prendre en compte... c'est vrai que désormais le Mali, Kidal tombe désormais sous le contrôle de l'armée régulière au Mali. On va en parler le vendredi prochain, mais néanmoins, Gaspard Diamossi, Guillaume Soro, l'homme fort.
Bon, c'est un exilé, un homme fort. Bon. Il le tente toujours. Non, bon. Il quitte l'Istanbul pour se retrouver au Niger. Non, bon, il est libre de circuler dans un certain périmètre. Je sais certainement que l'axe Istanbul et Niamey est l'axe où il peut circuler. Encore qu'il y a quelques jours, nous, on a appris qu'il a failli être kidnappé en Turquie et qu'on l'a retrouvé. Il en a parlé aussi. De toutes les façons, vous savez, le fait qu'il se retrouve au Niger n'est pas... Au Niger, les gens cherchent beaucoup de soutien. Et le soutien d'un ex-rebelle est forcément bon à prendre. Et c'est quelque chose qui permettra également, n'est-ce pas, de titiller le vieux Ouattara de l'autre côté là-bas. Et je suis sûr que si les Nigériens en ont l'opportunité, ils recevront peut-être à Diavon également dans les prochains jours. Rien que pour titiller le président Talon et peut-être recevoir également les opposants d'autres pays. Merci. Tout ça, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. Achille Ossou, Guillaume Soro provoque Ouattara. Il n'a même pas encore fini de provoquer parce qu'au Niger, je crois qu'il est même en transit. Je crois que cette destination, ne soyez pas étonné que la prochaine destination soit le Burkina Faso, qu'il soit à la porte du Niger, de la Côte d'Ivoire, pour vraiment agir sur les nerfs de Ouattara. Parce que je crois que encore au Burkina Faso, il est beaucoup plus proche de la maison. Et si mes informations sont bonnes, il serait même du nord de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, donc il serait beaucoup plus proche de chez lui et il agirait mieux je crois que ça profiterait même à la junte burkinabé parce qu'on sait déjà qu'entre entre les dirigeants actuels du Burkina, comme du Niger d'ailleurs, et le président Ouattara, ça ne va pas. Et donc, on cherchera certainement à agir sur ses nerfs. Et je crois que le bon morceau a été trouvé, et le bon outil a été trouvé pour lui titiller, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, les nerfs un peu. Nous allons voir ce que ça va donner. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est définitivement terminé. Le baromètre de la semaine à Achille-Ossou qui monte chez vous? Oui, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement à travers cette mesure sur le soja. Merci. Et qui descend? Qui descend, en tout cas, je voudrais dire que j'attends de voir ce qu'on appelle la loi sur l'amnistie donnera à l'Assemblée. Sinon, pour le moment, je crois que la démarche des démocrates reste encore, pour moi, jusque-là bancale. Gaspard Diamansi, qui descend chez vous? J'ai du mal à trouver quelqu'un qui descend cette semaine. Qui monte, j'ai envie de dire, on n'a pas abordé le sujet, mais j'ai envie de dire l'armée malienne. J'ai envie de dire l'armée malienne parce que ils ont beaucoup attaqué les Français sous prétexte que c'est eux qui ne permettaient pas de lutter efficacement contre le terrorisme, contre la bande qui s'est installée dans le nord de leur pays. Je crois que les faits d'aujourd'hui leur donnent raison. Je voudrais leur tirer chapeau et espérer que ça va leur donner raison davantage. Et qui descend? Oui, celui qui descend... pas forcément dans les sujets, le barreau. Oui, non, pas forcément dans les sujets. J'ai envie de... Quel sujet d'actualité? Non, j'ai envie d'aller à l'international en disant que c'est le président français qui a une position ambiguë dans la crise au Proche-Orient, notamment la guerre entre Israël et le Hamas, où tantôt il soutient Israël, où tantôt il dit un homme politique doit avoir une position, à mon avis, sur certains sujets fixes, soit il est d'un côté ou d'un autre, mais vous savez, des pays comme la France n'ont pas d'amis que des intérêts. Donc, merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce vendredi 17 novembre 2023. Kabirou Adjadi, Alphonse Boton, Latifat Korenou, merci à vous et à vendredi prochain. Bonsoir chez vous. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.